Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du continent africain. Nous sommes à moins de 10 jours de la tenue du 31e sommet de la Ligue arabe, un sommet qui sera accueilli par un des plus grands pays africains, l'Algérie. Au sein même de la Ligue arabe siègent quelques 10 pays africains. Les relations et les échanges entre les deux parties du monde figurent parmi les plus anciennes coopérations de la région. Le monde arabe et l'Afrique étant la continuité géographique naturelle l'une de l'autre, favorisant de fait des relations humaines, géographiques, socio-culturelles et permettant aussi la mise en place d'un autre aspect d'échange, les échanges économiques. Vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir d'apporter un éclairage sur les relations afro-arabes. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benaouda Lebdaï, qui est spécialiste des littératures africaines, mais aussi Gamal Abina, journaliste indépendant et observateur des questions internationales, mais aussi Abdelhak Mekki, politologue. Monsieur Lebdaï, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous rejoindre sur notre plateau pour ce numéro de Cap sur l'Afrique. Avec plaisir. Alors, ma première question sera, quelle est l'image de l'Afrique dans la littérature arabe? Alors, on démarre fort là avec une question très, très spécifique. L'image de l'Afrique dans la littérature arabe, on la trouve dans la littérature égyptienne d'abord, pour parler des pays du Moyen-Orient, dans la littérature du Liban, hein, et là où on la trouve le plus, bien entendu, c'est en Afrique du Nord, donc au Maghreb, dans les littératures algériennes, tunisiennes et marocaines, mais principalement dans la littérature algérienne, vu la proximité frontalière de l'Algérie avec les pays subsahariens. Mmh. Et voilà, donc l'image de l'Africain subsaharien dans la littérature arabe, elle est multiple. On la trouve d'abord sur le plan économique dans certains romans sénégalais, par exemple, ou voire maliens, car il y a toute une émigration libanaise en Afrique de l'Ouest, et donc il y a des personnages de ce type dans certains romans. Et dans la littérature de l'Afrique du Nord, on la trouve principalement dans l'image mythique du griot africain, par exemple chez Kateb Yassine ou bien chez Rachid Bouguedra, voire chez Mouloud Mamri. Et donc cette image-là, elle est importante. Donc il y a deux sortes d'images, disons en gros, celle du migrant, hein, voilà, et également celle du migrant, et puis celle de l'Africain qui traverse le désert pour migrer soit vers l'Algérie, soit vers le Maroc, soit vers la Tunisie, pour rejoindre l'Europe. Donc il y a toute une littérature actuelle qui s'empare de ces problèmes-là, des problèmes des migrations principalement. Justement, vous avez parlé des migrations. Au final, est-ce que cette mobilité humaine dont vous parlez, parce qu'il est bien question de mobilité humaine, est-ce que l'histoire des deux peuples n'est pas finalement une histoire de peuple avant toute chose? Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où ce qui lie les pays arabes de manière générale et les pays africains, bien que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, et je le répète et j'insiste, se trouvent en Afrique, et donc c'est des littératures africaines. Et il y a une histoire commune entre tous ces pays, c'est la question de la colonisation française et de la colonisation britannique au Moyen-Orient. Donc n'oublions pas qu'au Moyen-Orient, c'est principalement la colonisation britannique, d'où le fait qu'il s'exprime
s'expriment au-delà de l'arabe en anglais. Et comme dans certains pays anglophones africains, et l'Afrique du Nord sur le plan linguistique par rapport au français que l'on retrouve bien entendu au Sénégal, au Bénin, au Mali. Et donc cette mobilité humaine est très très importante dans la mesure où cette histoire commune lie les deux peuples. Et d'ailleurs sur le plan organisationnel international, l'organisation de l'unité africaine est en relation directe avec l'unité des pays arabes. Et à partir de cette question, on retrouve il y a des mobilités dans les deux sens. Alors d'abord, il y a une mobilité d'étudiants qui quittent principalement les pays comme le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, donc des étudiants africains qui viennent principalement en Algérie et au Maroc pour faire des études avec des bourses, en tout cas pour l'Algérie, des bourses algériennes, et ils sont principalement dans les universités de Tamanrasset, par exemple, voire aussi certaines universités du Nord, comme Alger ou Tizi Ouzou. Et de même pour le Maroc. Et il y a une mobilité dans l'autre sens, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui émigrent, par exemple, au Sénégal et voire au Mali, pour des raisons professionnelles, bien entendu. C'est dans ce sens-là. Une précision, Monsieur Lebdaï, s'il vous plaît. Oui. On a parlé de cette histoire de peuplement humain, justement. Est-ce que aussi la proximité géographique facilite ce rapprochement et cette écriture de l'histoire commune entre les peuples? Alors, j'ai publié un article sur le Sahara. Et ma question était, est-ce que le Sahara est un lien ou est-ce qu'il est une frontière entre les deux Afriques? Et au-delà de ma vision des choses, qui est bien entendu le Sahara est un lien, mais la colonisation française en a fait une frontière justement pour que les idées anticoloniales ne circulent pas entre le nord et le sud du Sahara. Et à partir de là, le Sahara devient, après les indépendances, un lien vu justement sur le plan des réseaux routiers, par exemple. Il y a une route qui se construit, qui traverse la transsaharienne, construite par l'Algérie, qui relie. Et donc il y a une volonté, effectivement, de relier les pays arabes aux pays subsahariens. Et du côté du Moyen-Orient, disons le lien sur le plan des transhumances ou des déplacements humains se fait soit par l'Égypte, soit par Djibouti. Vous voyez, vers le Yémen, vers l'Arabie Saoudite. Et il ne faut pas oublier également que au Mali et au Sénégal, ce sont des pays musulmans. Et donc leur relation aussi avec le Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, c'est la Mecque. Donc il y a cet échange qui se fait non seulement sur le plan économique, comme j'avais dit, il y a des Libanais qui ont ouvert des commerces dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et il y a cet échange et cette relation sur le plan religieux, et surtout en ce qui me concerne, cette relation qui est politique, la volonté d'unir les pays du Sud pour une lutte anti-néocoloniale. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Lebdaï. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et spécialiste des questions de la littérature africaine. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'insiste sur une chose, c'est que, oui, en tant qu'africaniste, c'est que ce lien entre les pays au sud du Sahara et les pays au nord du Sahara soit lié, parce que c'est très, très, très important
sur tous les plans des échanges commerciaux, des échanges culturels et des échanges humains. Et je crois que unis, l'Afrique au XXIe siècle est un continent d'avenir et d'espérance. Très bien, merci Monsieur Lebdaï, merci pour ce message aussi. Un plaisir. Merci Monsieur Lebdaï. On entame la deuxième partie de notre émission et je commence avec vous, Monsieur Abdelhak Mekki. Abdelhak Mekki, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, merci de nous accompagner. Alors, ma question, comment qualifiez-vous les relations afro-arabes? Écoutez, les relations afro-arabes, d'abord, elles sont anciennes, très anciennes même, c'est-à-dire même avant la colonisation. Par exemple, déjà au moment de l'islam, les fidèles ont été conseillés par le Rasul d'aller à Habasha, donc en Afrique. Et donc, on a une relation très, très, très ancienne avec les pays africains. Seulement, ces relations se sont raffermies, même pendant les colonisations, que ce soit britanniques ou autres, du fait qu'il y avait des relations transsahariennes, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan de la circulation humaine, globalement. Mais depuis les indépendances, il y a une sorte de cloque. D'abord, du fait que c'est des États qui n'avaient pas des structures complètement développées pour améliorer les relations entre les deux régions. Et puis on est obligé, lorsqu'on parle du monde arabe, on est obligé de faire une distinction entre les pays du Moyen-Orient et les pays de l'Afrique du Nord, précisément, qui font partie de l'Afrique, qui sont africains. Et là, c'est dans les relations entre les pays d'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique, ou l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui subsaharienne, il y a eu un couac qui est dû un peu aux aspects culturels, c'est-à-dire la revendication des pays d'Afrique du Nord par leurs conditions religieuses, c'est-à-dire à l'islam, leur référence à la langue arabe, etc., a fait que les Africains ont eu un sentiment que les pays d'Afrique du Nord ne font pas partie vraiment de la problématique culturelle africaine. Ça n'est que depuis quelques 2-3 décennies que les choses changent. C'est-à-dire, en fait, si je dois être précis, ça a commencé à changer à partir de 1973, c'est-à-dire à partir de la crise pétrolière et la manne financière qu'ont eu les Arabes globalement, même si et la Ligue arabe. Par exemple, les relations arabo-africaines se sont raffermies par la création de la Banque africaine de développement. On y reviendra sur ce point dans un moment. Oui. Gamel Labina, est-ce que vous m'entendez? J'aurais une petite question pour vous aussi. À la lumière de ce que vient de nous dire Abdelhak Mekki, à votre avis, quels sont désormais les liens entre le monde arabe et l'Afrique? Alors, il y a effectivement, ça a été évoqué, les liens entre le monde arabe et l'Afrique sont d'abord très anciens, puisque ça commence aux indépendances, où les guerres de libération, initiées d'abord en Algérie, ont eu pour effet effectivement les émancipations partielles, surtout du côté du bloc, l'ex-colonie française, des anciennes colonies françaises africaines, en 60. Et à partir de là, il y a eu une sorte de, plus ou moins de relations un peu distendues. Il n'y avait pas vraiment de lien très très fort, même s'il commençait à se développer. Puis après, il y a eu la crise de 73, où ça a fait basculer les choses effectivement en faveur plutôt du bloc arabe, du monde arabe. Alors il faut savoir que le monde arabe, dans cette globalité, c'est 2/3 qui appartiennent à l'Afrique. Il ne faut jamais perdre de vue que le monde arabe, c'est aussi l'Afrique pour partie. Et 1/3, c'est le Moyen-Orient qui appartient plutôt à la sphère orientale. Et ce monde arabe est caractérisé par effectivement une présence africaine et nord-africaine très importante, dans la mesure où l'arabité n'est pas une race, mais une culture avant toute chose. Donc on voit bien avec le Soudan, par exemple, on voit bien avec la Mauritanie, où effectivement l'Afrique est très imprégnée d'arabité et vice-versa. Et donc ces relations sont multipliées avec différentes approches, vous voyez. Donc je disais, ça s'est multiplié avec différentes approches.
Et ils ont commencé à se rapprocher à partir de 73 en faisant une première rencontre entre le monde arabe, effectivement, et une première rencontre qui a lieu au Caire en 73. Ensuite, vous m'entendez toujours? Ensuite, il y a eu une série de 4 rencontres qui ont eu lieu, plus ou moins abouties, une à Sirte en 2010, en 2013 à Koweït, et puis ils ont tenté de faire une rencontre pour une fois dans le monde africain, à Malabo. Problématique qui s'est posée à Malabo, ça a été un échec en 2016 parce qu'il y a eu la question du Sahara occidental qui a fâché quelques pays arabes qui suivaient la ligne marocaine et qui effectivement ont boycotté cette rencontre. Donc c'est plusieurs rencontres sur 40, 50 ans, plus ou moins constructives, qui ont eu tendance à se distendre ces dernières années. Je rebondis sur ce que vous dites et je pose une question à M. Abdelhak Mekki. Monsieur Mekki, dans ce contexte de recherche de développement continuel, vous avez parlé de la Banque arabe d'aide au développement en Afrique. Quels sont les enjeux finalement économiques pour l'Afrique et le monde arabe? Il y a un double enjeu d'abord. Il y a l'enjeu économique global. Il s'agit en tous les cas de l'ensemble du continent africain a des problèmes structurels du point de vue économique. C'est-à-dire que si on veut mesurer le rôle de l'Afrique tout entière et même en partie avec les pays arabes du nord de l'Afrique, en tant que l'Algérie par exemple exportateur de pétrole, etc., la part commerciale dans le commerce mondial est très faible. Elle est très faible parce qu'il y a d'abord des problèmes structurels, par exemple de logistique, sur les questions de transport, etc. Ce qui sanctionne en même temps le commerce interrégional. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande possibilité aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes à la fois, comme je le disais, logistiques, mais aussi un problème... Alors justement, est-ce que la ZLECAf pourrait être un avantage pour améliorer ces problèmes de logistique? Écoutez, parce que le problème existe depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le début des indépendances. Il se trouve que les 10 pays africains arabes, comme le reste des pays africains, c'est-à-dire les 52 États africains, n'ont pas pu résoudre, en tous les cas, avoir une stratégie vraiment très constructive qui préparait justement l'Afrique à devenir une des puissances économiques dans le monde. Du fait, alors qu'il existait les négociations multilatérales au sein de l'OEA, au sein de la Banque africaine de développement, c'est-à-dire je parle au niveau de la relation arabe et africain et au niveau interafricain. Et malheureusement, il y a des problèmes, on a parlé maintenant de la question de l'eau, mais il y a des problèmes de l'eau, il y a le problème de la nature des exportations et des importations. Par exemple, l'Afrique ne peut importer rien des pays africains, des pays arabes, et inversement, parce que ce qu'elle importe, les deux régions, c'est-à-dire aussi bien arabes que africaines, importent des produits du commerce mondial, c'est-à-dire des pays européens ou des pays de l'Amérique latine ou des pays... Et donc, il n'y a pas une possibilité d'améliorer à la fois le commerce qui joue un rôle important dans la croissance régionale et même au niveau international. Par exemple, l'Afrique représente à peu près 3% du commerce mondial alors qu'elle compte 1,5 milliard d'habitants. 3% du commerce mondial sans compter l'exportation des énergies et des matières premières, monsieur Mekki. Tout compris. Parce que en fait, la question, c'est l'importance aujourd'hui, vous le savez très bien, ce qu'importent des pays africains, c'est l'électronique, c'est tout ça. Mais donc, dans leur exportation à eux, il y a que des produits de matières premières, et donc il n'y a pas une forte industrialisation, il n'y a pas une intégration du secteur industriel. Je vous donne un des exemples qui gênent globalement les politiques de développement, c'est que au sud du Sahara, le taux d'alphabétisation est très très faible, il est de 30%. C'est-à-dire qu'on est confronté à de vrais problèmes structurels. Il n'y a pas de route partout. Si vous connaissez un peu l'Afrique, vous serez étonné. On roule parfois le plus souvent sur des pistes plutôt que sur des routes goudronnées, etc.
Et donc, il y a un tas de problèmes qu'il faut résoudre, alors que l'OUA, à son époque, et puis l'UA par la suite, que la Banque africaine de développement ont souligné la nécessité justement de mettre des structures de façon à encourager les échanges entre les États africains et avec le reste du monde. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis à peu près 50 ans ou même 60 ans, on n'est pas arrivé à faire tout cela de façon à ce que l'Afrique connaisse Très un bien. plus grand dynamisme. Merci, Monsieur Meki, qui vient de nous dresser un portrait des défis qui sont encore à relever dans le continent africain, en particulier dans la région du Sahel. Je reviens vers vous, Monsieur Abina, pour vous poser une dernière question, peut-être, si vous le permettez. Monsieur Abina, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Comment interprétez-vous la réaction rapide des pays de l'Union africaine quant à l'adhésion de l'entité sioniste en tant que membre observateur de l'Union africaine? Pensez-vous pas que cela peut être justement un lien et un ciment entre le monde arabe et l'Afrique? Tout à fait, parce qu'il faut se rappeler qu'avant 1973, avant la guerre du Kippour, l'Afrique avait pour partie reconnu l'État d'Israël et avait des relations diplomatiques qui étaient relativement bonnes. Très rapidement, avec cette guerre, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de colonisation de la Palestine et de droits des Palestiniens qui étaient niés, et ils se sont rangés du côté de la partie arabe. La question aujourd'hui qui s'est posée par rapport au secrétaire général de l'Union africaine, qui a pris la décision tout seul, hein, je parle donc de M. Faki, c'est de dire nous allons mettre Israël à nouveau, puisqu'il était déjà à l'époque membre observateur de l'OUA, membre observateur. C'est une façon d'intégrer Israël au sein de l'Afrique. Sauf que effectivement, il y a une réaction assez forte, d'ailleurs, des pays les plus importants. Je ne parle pas seulement de l'Algérie, évidemment, mais de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, qui se sont opposés à cela pour des raisons multiples qu'on connaît très bien, la question du droit des Palestiniens, le fait qu'effectivement, de toute façon, Israël n'est pas en Afrique, elle n'a pas à siéger comme membre observateur, une façon de rentrer un petit peu en catimini. Et puis surtout, c'est une façon de rappeler quand même que ces pays ont été colonisés et que la Palestine reste une terre colonisée. Donc tous ces éléments-là concourent effectivement à ce qu'il y ait un rapprochement entre pas mal de pays d'Afrique, pas tous évidemment, et le monde arabe. Le deuxième aspect qui est important, et c'est bien d'être souligné, c'est la question économique de l'intégration. L'intégration économique ne se fera que s'il y a des infrastructures. Elles sont très faibles aujourd'hui, elles se mettent en place. L'intégration économique ne se fera que s'il y a un rapport d'État gagnant-gagnant et si on développe effectivement des produits à forte valeur ajoutée. Or, l'Afrique, depuis 60 ans, n'a bénéficié que de faibles aides qui ont tout juste permis de maintenir la tête hors de l'eau. Et aujourd'hui, le monde arabe est en concurrence, il faut le rappeler, avec la Chine. C'est la Chine qui investit massivement en Afrique. La question éthiopienne a été relevée, mais c'est 5 zones économiques spéciales en Éthiopie qui sont des zones chinoises. On commence à les voir très présents un peu partout et ils investissent dans l'infrastructure. Donc il faudrait sans doute, la Chine a fait bénéficier ce même type de développement pour l'Asie, simplement. L'Asie a bénéficié de cette aide de la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et le monde arabe devrait, parce qu'ils en ont les moyens économiques, ils ont un pétrole qui coûte cher, un gaz qui coûte cher, ils ont des rentrées de devises considérables, peuvent parfaitement accompagner le mouvement de développement de l'Afrique et créer des liens très forts, puisque de toute façon, historiquement, géographiquement, nous sommes liés à l'Afrique, et de façon éternelle, et tant mieux, et se rappeler tout de même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent dans le monde arabe, je parle du monde arabe, le Maghreb, pas tellement Machrek, que nous sommes aussi africains, c'est quand même pas rien. C'est vrai que c'est une des raisons qui fait que le monde arabe doit non seulement soutenir l'Afrique, mais l'Afrique doit soutenir le monde arabe dans ses démarches d'émancipation contre le néocolonialisme, qui est une arme de destruction massive. Et je vais reprendre les propos de Boumedienne, qui avait été tenu en son temps. Il a dit « Nous n'allons pas laisser l'Afrique tomber dans le piège du néocolonialisme économique si nous n'agissons pas ». Et c'est lui qui a proposé à l'époque de créer ces fameuses routes comme ça pour intégrer la région et de créer des produits manufacturés d'Algérie et du reste du monde arabe à destination de l'Afrique afin qu'il y ait des échanges intra-africains. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la lumière des nouveaux enjeux, que ce soit dans le continent africain ou dans le monde arabe, quel nouveau souffle pour les échanges sud-sud sont possibles? Il y a de grands souffles. Déjà, il faut se rappeler, on va prendre un petit peu par partie. Le Moyen-Orient achète beaucoup de terres en Afrique pour la culture vivrière, parce qu'ils ont des besoins, évidemment. Dans une zone désertique, ils ont besoin d'avoir des approvisionnements en matière d'agriculture, de blé et autres.
Ensuite, l'Afrique du Nord particulièrement, l'Algérie, c'est les produits industriels. Le Maroc investit beaucoup dans le système bancaire pour se positionner en Afrique. La Tunisie, un peu moins parce qu'il y a moins de moyens, mais surtout la Libye avait fait beaucoup en son temps, de l'époque de Kadhafi. Beaucoup d'investissements structurants, beaucoup d'investissements dans le secteur bancaire, du tourisme, de l'hôtellerie. Et tous ces éléments-là doivent être accompagnés, mais coordonnés. C'est-à-dire que le monde arabe, donc les fameux 22 ou 23 pays arabes qui existent actuellement, doivent se mettre d'accord de concert pour faire en sorte de travailler avec l'Union africaine, dont certains membres, il ne faut pas l'oublier, 6 membres de l'Union africaine, enfin 6-7 membres de l'Union africaine sont des pays arabes. Toutes ces régions-là, toutes ces raisons-là font qu'il y a une communauté de destin et la possibilité de faire converger ces développements, sachant que l'Afrique est un continent neuf, tout est à faire, et que dès que vous plantez une graine en Afrique, elle pousse, il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment penser en termes de projection, de développement et d'intégration régionale. Très bien, merci Gamel Labina pour ces derniers mots. Merci à nos invités de nous avoir accompagnés tout au long de ce numéro. Merci Abdelhak Mekki de nous avoir accompagnés, d'avoir éclairé, d'avoir dressé un portrait des défis auxquels doivent faire face l'Afrique et le monde arabe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap sur l'Afrique.